Bonjour à tous, bienvenue dans Accès Direct. On est ensemble pendant une grosse demi-heure, c'est la dernière de la semaine. Cette émission, n'oubliez pas, c'est aussi la vôtre. Si vous voulez la commenter sur les réseaux sociaux, on est en direct sur Facebook. Si vous avez des questions pour nos invités, n'hésitez pas. Au sommaire aujourd'hui, il y aura beaucoup de questions à poser si vous le souhaitez. Nous recevrons 2 représentants du GIS France. Ils reviennent de leur mission à Saint-Martin après l'ouragan Irma. Et puis notre chroniqueuse Marion Grange de la Cinémathèque des Pays de Savoie sera avec nous pour nous parler d'un projet qui s'appelle Entre Lacs. Et puis Camille viendra nous donner ses bons plans du week-end pour ses sorties. Nous serons également en direct avec Éric Fournier, le maire de Chamonix. Nous ferons le point avec lui sur la venue des différents ministres dans la vallée de l'Arve pour parler de la pollution. Mais avant les titres du JT, Olivia, on va forcément parler de la venue de ces ministres, j'imagine. Évidemment, donc Fanette de Buisson et Sébastien Germain étaient sur place. Donc Sébastien était à Chamonix, Fanette était à Bonneville avec Agnès Buzyn, qui est ministre de la Santé, donc reportage complet dans le JT. Et puis on reparlera de la baisse du lac du Bourget. Effectivement, donc le niveau du lac du Bourget baisse depuis un mois à peu près de 3 cm par jour, ce qui est assez énorme. Ça a des conséquences, hein. Ça a un but, c'est faire respirer les roselières et les aider à se développer parce qu'elles ont diminué de moitié en 50 ans, ce qui est assez énorme. Et du coup, il ne faut pas plonger. Pas plonger. Et l'actu, Olivia, c'est aussi chez nos confrères. On commence avec La République En Marche qui a quelques soucis. Oui, Patrick Mignola, donc notre député de Savoie, Les Républicains, La République En Marche, attention, n'importe quoi, a été scandalisé parce qu'en fait, il peine à faire assurer sa permanence. Donc, il faut savoir que les permanences, elles sont quand même souvent les cibles de dégradation. Son courtier avait sollicité 6 assureurs, Generali, Groupama, AXA par exemple. Il a essuyé le refus direct de 4 assurances directes, comme quoi l'usage de locaux dans le cadre d'une activité politique est exclu de souscription. Finalement, c'est Allianz qui a accepté après 2 semaines de négociations. L'Assemblée nationale, quant à elle, planche sur un autre système, du coup, pour leur faciliter la tâche. Oui, parce qu'il n'est pas le seul, a priori, c'est ça. C'est pas le seul, c'est au niveau national, hein, mais c'est lui qui a réagi en premier lieu. Et puis un deuxième article qui concerne 200 réfugiés qui sont arrivés à Annecy. Effectivement, donc 200 réfugiés ont débarqué à Annecy, donc ils viennent du Tchad ou du Soudan. Certains sont en France depuis plus d'1 an, d'autres viennent juste d'arriver, ils fuient la famine, les exactions, par exemple au Darfour. Les structures d'hébergement ont été prises de court, hein, elles ne peuvent pas les héberger ni les accueillir. La police a dénombré 59 personnes qui dormaient à même le sol. Des bénévoles leur ont amené des couvertures, etc. Il y a une réunion de crise qui a dû avoir lieu aujourd'hui normalement, donc on en saura plus par la suite pour trouver des solutions d'urgence. Et les services de l'État n'ont toujours pas réagi. On suivra donc ce dossier de avec près. Attention dans le JT Oui. de 8 Mont-Blanc. Et vous, Pauline, on part à Tignes. Et oui, c'est ça. Pour la revue de presse aujourd'hui, j'ai décidé de partir du côté de Tignes puisque le glacier de la Grande Motte ouvre demain. Nous sommes avec Sébastien Marc depuis Tignes. Merci d'être avec nous. Alors, vous ouvrez donc demain. C'est l'effervescence du coup du côté de Tignes. Et on est prêt à vous accueillir, on est prêt à vous accueillir tous puisque Tignes déclare la saison de ski open demain. On sera les premiers à ouvrir une nouvelle fois et c'est vraiment un événement majeur pour l'ensemble des stations françaises. On donne le coup d'envoi de la saison de ski, c'est génial, c'est à Tignes et c'est pour 8 mois jusqu'au 6 mai 2018 en ce qui nous concerne. Comment seront les conditions demain pour les skieurs ? Alors elles seront bonnes au niveau de la neige, les équipes de Tignes ont vraiment fait un gros travail pour vous préparer des pistes à la hauteur de vos attentes. C'est une reprise, donc on a envie de vous faire plaisir, on a envie de partager ce moment avec vous. Et en plus, on aura un petit peu de soleil le matin, ce qui donnera des conditions vraiment exceptionnelles pour une reprise. Vous attendez beaucoup de monde, j'imagine. Il y a les impatients skieurs qui ont terminé la saison. Ils veulent déjà être sur les skis, donc vous attendez beaucoup de monde. Alors on a eu pas mal de gens qui piaffaient déjà d'impatience, qui me disaient quand est-ce que vous ouvrez, ben voilà, ça y est, c'est fait, on vous attend. Donc effectivement, on attend du monde, mais on attend aussi des clubs, les équipes qui vont venir reprendre l'entraînement. L'équipe de France viendra aussi, mais elle, en octobre, elle ne s'y trompe pas. On a une garantie neige à Tignes, ils veulent en profiter. Donc ils seront avec nous en octobre et demain, c'est vous tous qu'on attend, grand public, fans de la station de Tignes et puis surtout fans de la glisse. Rapidement, quelles pistes seront ouvertes sur la partie du glacier ? Alors il y aura la piste glacier, il y aura Champagny, il y aura... Je vais toutes vous les retrouver, je suis déjà dedans. On retrouve tout sur votre site internet.
On retrouve tout sur votre Et site internet. au niveau des remontées, il y aura le funiculaire, le téléphérique, le téléski de Champagny et le télésiège panoramique. Très bien. Donc, Eh ben parfait, tout est merci prêt beaucoup et on attend donc les gens nombreux demain du côté ski pour ceux dont les spatules démangent depuis quelques mois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis bonne saison. Au revoir. Au revoir. Et puis merci Olivia, je te laisse repartir en ski parce qu'ici on n'a pas de neige, mais à pied finir de préparer le JT. Exactement. Et j'accueille À tout à l'heure. mes deux invités du GIS France. Merci messieurs d'être avec nous. Alors, vous êtes Jean-Claude Cordeau, vous êtes président du GIS et Franck Rouillet, vous êtes responsable logistique de la mission GIS vous revenez de Saint-Martin ravagé par Irma. Première question, comment ça s'est passé sur place? Alors ça s'est très bien passé. Les conditions ont été un peu difficiles au début de manière à pouvoir se déplacer, trouver des véhicules pour se déplacer, trouver un endroit pour poser notre camp de base. Après, disons que ça a été dans des bonnes conditions, nous avons pu travailler sereinement. Quel était votre rôle sur place à vous? Nous étions affectés à un secteur et nous avons travaillé sur un lycée. Le but, c'était de pouvoir remettre ce lycée en sécurité. Donc, on a enlevé tout ce qui pouvait voler les tôles, faire tomber des cloisons, des plafonds, étayer certaines cloisons. Le but, c'était de pouvoir rouvrir le lycée assez rapidement. Donc on a mis en sécurité, après on a eu le renfort de l'armée qui nous a aidé à déblayer le lycée, quoi. Jean-Claude Cordeau, quel est le rôle du GIS France? Alors on est une association humanitaire composée de 35 bénévoles. Nous, notre mission, c'est d'intervenir sur tous les théâtres de catastrophes naturelles. Alors on a beaucoup plus l'habitude d'intervenir sur des séismes que sur les ouragans. C'est la première mission sur un ouragan. On est intervenu sur tsunami, notamment en Asie du Sud-Est. Mais le GIS, donc composé de ces bénévoles, ils sont des professionnels du secours. On fait en principe de la recherche, localisation de victimes, de la médicalisation de victimes, de la mise en place de dispensaires. Donc là, on était dans un cadre de mission un petit peu différent sur Irma, parce qu'on était, comme le dit Franck, plus sur de la sécurisation de bâtiments, de la mise en sécurité, de manière à pouvoir réouvrir notamment ces structures scolaires de manière à retrouver une vie normale le plus rapidement possible. Là, on voit quelques images. Effectivement, il y avait vraiment beaucoup de boulot sur place. Oui, effectivement, il y a tout ce qui était amené par les vents, déjà extérieur au lycée, puis tout ce qui est tombé du lycée, les tôles, toutes des poutres qui ont volé. Enfin, c'était assez impressionnant quand même. On voit d'ailleurs sur les images au niveau de la bibliothèque où le toit est carrément parti, quoi. Donc c'était assez impressionnant, quoi. On voit la misère de sécurisation des toits, enlever les tôles, tout ce qui pouvait voler encore. Combien vous étiez sur place? On était 10 personnes. Alors ces 10 personnes, comment vous les avez trouvées? Ce sont des bénévoles? Oui, c'est les bénévoles de l'association. Alors dans l'association, tout le monde est assez polyvalent, même si on a des spécialistes dans un domaine qu'on appelle le sauvetage des blêments. Donc c'est tout ce qui est lié aux effondrements de structures bâtimentaires qu'on retrouve donc sur les séismes, mais qu'on a retrouvé aussi là sur Irma. Donc c'est des spécialistes dans ce domaine-là. Et on avait également 2 infirmières, donc plutôt pour la partie soins, donc pour la sécurité de l'équipe. Mais comme je disais, tout le monde est polyvalent, donc tout le monde donne la main pour pouvoir mener à bien la mission qui était confiée. La difficulté pour vous, c'était de trouver ces personnes dans un laps de temps très réduit parce que vous êtes arrivé quand même très vite sur place. Oui, bah c'est toujours la même difficulté, c'est-à-dire que on prend tous sur nos congés, sur des repos, on s'arrange avec l'employeur, donc tout ça est anticipé bien en amont. Après, effectivement, c'est la disponibilité des personnels et puis faire partir des personnels adaptés à la mission qu'on va mettre en place. Donc oui, ça se fait toujours un peu dans l'urgence, effectivement. Sur place, l'atmosphère, elle était particulière. Vous avez croisé des gens à Saint-Martin sur place qui sont venus vous voir, discuter avec vous un petit peu et vous remercier aussi peut-être d'être là et d'essayer de faire le maximum? Alors oui, effectivement, on a eu des contacts sur place où les gens effectivement nous remerciaient d'être sur place, les aider. Après, c'est des personnes qu'on a rencontrées, on a eu un petit peu de dialogue avec eux, de contact, où c'est des personnes qui sont un petit peu quand même traumatisées par ce qu'ils ont vécu.
Mais ils veulent reconstruire. Voilà, on est à un moment où il faut reconstruire, il faut déblayer, il faut remettre en place. Ça ne va pas être facile, c'est un travail à long terme, mais ils sont dans l'optique de reconstruire, quoi. Vous, comment on ressort d'une telle mission? Petit, on se rend compte qu'effectivement, on a du mal à imaginer que des vents puissent tout détruire comme ça, puissent emmener. On a vu des bateaux, des voiliers assez de grande taille, à peu près 8 à 10 mètres de long, se retrouver dans des rues. Enfin, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer qu'un vent puisse détruire tout ça, quoi. Oui, parce que vous êtes arrivé, donc on le précise, après Irma et José, mais vous avez vécu sur place le 3e ouragan Maria, qui était certes moins fort, mais tout de même, ça, du coup, on voit un petit, vous avez un peu ressenti à l'échelle moindre, mais ce que les habitants ont pu ressentir une Voilà, semaine alors plus nous, tôt. ce qu'on a ressenti, c'était, on a eu la chance que Maria soit déviée de Saint-Martin, donc on a ressenti des vents qui étaient relativement, alors pour nous, importants. C'est sûr que chez nous, quand on parle des vents de 120, 140, on dit c'est impressionnant. Pour eux, ça reste relativement faible, mais déjà des vents à 130, 140, c'est vrai qu'à un moment donné, on est quand même sorti voir ce que ça donnait. On se rend compte que c'est des vents qui sont assez forts. C'est vrai qu'on voyait, bon, en plus, il y avait quand même toutes les tôles, les dégâts d'Irma qui restaient au sol, les tôles qui volaient. C'est vrai que on se rend compte que le vent a une force phénoménale, quoi. Cet ouragan, le 3e qui est passé, il n'a pas détruit une partie de votre travail? Tout ce que vous aviez fait a pu rester en place ou très légèrement bougé? Non, je dirais que le passage de Maria n'a pas détruit ce qu'on a mis en place, c'est resté. C'est comme des structures malgré tout qui ont résisté jusqu'à des vents de 360 voire plus. Donc quand on a des vents à 120, 140, ça a fait que bouger ce qui était au sol, mais ça n'a pas fini de détruire ce qui était en place, quoi. Pour l'association, vous cherchez toujours, j'imagine, des bénévoles? Ben, oui, alors en même temps, on cible beaucoup les bénévoles. On a toujours cet effet un petit peu rebond après une catastrophe où on est pas mal sollicité parce que les gens veulent effectivement apporter leur aide. Après, on cible effectivement les spécialités que l'on souhaite, hein. Partir en mission humanitaire, ça se prépare, c'est pas des vacances. Donc il faut vraiment être préparé à ce type de mission. Donc nous, on cherche plutôt effectivement des spécialités. C'est-à-dire que le reste le reste du temps, quand vous n'êtes pas en intervention, vous vous rencontrez quand même pour faire le point sur comment ça se passe le reste Oui, du oui, temps. il y a une vie dans l'association, on se rencontre, il faut aussi qu'on fasse des exercices en commun. Ce qui est important à dire aussi, c'est qu'on a notre alter ego d'association côté suisse, hein, le GIS suisse. Là, il y avait d'ailleurs 3 Suisses de l'association qui étaient avec l'équipe du GIS France. On travaille toujours en commun, donc on fait des exercices pour être le plus performant possible sur les départs en mission et sur le terrain. Alors, c'est des missions qui sont extrêmement coûteuses. Par exemple, une mission comme Saint-Martin, c'est quel coût pour l'association? Ouais, c'est plus de 20 000 euros. C'est plus de 20 000 euros. Après, c'est des négociations qu'on fait à chaque moment du départ pour notamment les billets d'avion. Et ce qui nous coûte le plus cher, c'est le transport du fret. Donc, c'est des négociations avec les compagnies aériennes qu'on essaye d'anticiper le plus possible. Mais oui, c'est des missions qui coûtent, celle-ci, plus de 20 000 euros. Mais ça peut aller à pratiquement 80 000 euros pour une mission comme le Népal suite au séisme au Du Népal. coup, là, par exemple, après de telles missions, vous faites un appel aux dons, par exemple? Oui, tout à fait. Il y a un appel aux dons. On sollicite aussi les collectivités, on sollicite la région et oui, on a des dons privés donc, qui nous sont arrivés, qui continuent à nous arriver. Donc on sollicite effectivement la population pour nous venir en aide. Et puis cet argent, il est vraiment destiné, on n'est que des bénévoles, donc voilà, il est vraiment destiné à l'acquisition de matériel et puis à l'acquisition des billets et du transport de fret pour aller sur les places. Eh ben, merci beaucoup d'être venu sur Merci notre à plateau vous. et puis bravo Merci. à vous pour vos actions et puis on reparlera du GIS. Bon, on espère pas trop en parler, ça veut dire qu'il n'y a pas de catastrophe Tout à fait. naturelle, mais merci beaucoup pour votre travail. On va partir du côté de Chamonix, rejoindre Éric Fournier, donc le maire de Chamonix. Monsieur le maire, vous étiez cet après-midi avec les 3 ministres. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Est-ce que ça vous a convaincu ces visites? Alors, tout d'abord, c'était une visite qui était particulièrement importante parce que recevoir 3 ministres, et les 3 ministres les plus concernés par rapport à la problématique de la qualité de l'air, montrait l'importance par le gouvernement, en tout cas l'importance qu'il accordait à cette thématique. On sait que ce travail sur la qualité de l'air, c'est un travail de long terme, c'est un travail difficile.
Moi, je noterai dans les avancées constatées pendant la journée que, d'une part, nous avons eu le rendu de l'étude sanitaire que je sollicitais, moi, depuis près de 3 ans, qui permet de quantifier les effets de la dégradation de la qualité de l'air sur la vallée de l'Arve et de resituer dans la réalité, parce qu'il n'y a rien de tel quand même que d'avoir des études qui sont partagées par tous, ce qui se passe sur la vallée de l'Arve. On le constate, les problèmes de qualité de l'air de la vallée de l'Arve, dont on parle beaucoup, sont globalement et sensiblement les mêmes que ceux qu'on constate sur les agglomérations de taille moyenne en France métropolitaine. Donc c'est un constat, mais c'est un constat qui permet aussi de relativiser les choses. On n'est pas sur une vallée, comme certains le disent, qui a des taux de pollution extrêmes. On est sur une vallée qu'il convient de traiter avec des problèmes réels, mais sans aucune mesure avec des choses qu'on a pu parfois entendre en nous comparant à Pékin ou à des secteurs terribles. Ça ne nous empêche pas quand même d'être très exigeants sur ce qui doit être fait. Le travail dans la journée a consisté, avec les ministres, à énumérer chacune des pistes d'action que nous pouvions améliorer. Les collectivités, je tiens à le dire, les communautés de communes, le conseil départemental et la région se sont fortement impliqués. Il n'est que de se souvenir les annonces qui ont été faites il y a moins de 15 jours par le conseil régional sur les lignes ferroviaires ou sur des actions très concrètes sur l'industrie ou sur l'habitat. Donc on a énuméré ces différentes pistes. Nicolas Hulot nous l'a dit, il n'était pas là pour faire des annonces choc, mais plutôt pour s'inscrire dans une démarche de long terme et d'accompagnement des collectivités. Nicolas Hulot, c'est la dernière solution. Si ça ne se fait pas avec lui, ça peut se faire avec personne d'autre. Certains l'ont dit qu'il était peut-être le dernière chance. En tout cas que quand on a 3 ministres qui viennent, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on voit 2 d'entre eux. Et Madame la ministre de la Santé n'était pas présente au premier rendez-vous, mais elle était représentée par son cabinet. 3 ministres donc qui s'impliquent sur le long terme. On les voit une première fois en juillet, on les revoit cette fois-ci en septembre, et on a une feuille de route qui est esquissée pour les 6 prochains mois. Alors, moi j'ai envie de dire que je crois que ce qu'il faut à ce stade, c'est quand même leur faire crédit et croire en la sincérité de l'action qui est posée par eux. Après, évidemment, on va être très exigeant dans cette affaire pour décortiquer chacune des actions qui sont déjà portées par les collectivités territoriales, qui ont déjà donné des résultats, et pour regarder quelle est la part qui sera prise demain par l'État à nos côtés. Il y a des responsabilités qui incontestablement renvoient à des compétences d'État. Il y a des choses que nous, on peut faire au niveau de la région, au niveau du département, au niveau des comités de communes, mais par exemple, quand on parle du transit international, et je ne parle pas que des poids lourds, je parle aussi des voitures, eh bien, il y a des choses qui sont à faire avec l'État, dont c'est la compétence. Donc voilà, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est d'abord un tour de piste de l'ensemble des problématiques à la fois sur la santé, sur les transports et sur tout ce qui a trait globalement à la transition énergétique qui concourt à l'amélioration de la qualité de l'air, avec des améliorations peut-être à court terme sur un certain nombre de sujets, et surtout un engagement ferme, en tout cas moi je l'entends ainsi, et s'il n'est pas honoré, eh bien on saura être ferme également dans nos réponses pour faire en sorte qu'on ait dans les prochaines années une vallée de l'Arve qui soit absolument exemplaire et qui au contraire je crois donne l'exemple, parce que beaucoup d'initiatives pilotes ont été posées ici dans la vallée de l'Arve et qui donnent l'exemple par rapport au reste du territoire national. Merci beaucoup Éric Fournier d'avoir été avec nous, et puis de toute façon on suivra bien évidemment ce dossier de la pollution dans la vallée de l'Arve. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Marion Grange m'a rejoint sur ce plateau. Vous travaillez à la Cinémathèque des Pays de Savoie. Alors avec vous, on va parler d'un projet qui s'appelle Entrelacs. Mais avant, la Cinémathèque des Pays de Savoie, un petit mot, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites à la Cinémathèque? Donc c'est une association qui existe depuis 1999 et qui est en charge en fait la sauvegarde et la valorisation du patrimoine cinématographique qui est lié au territoire. Voilà. D'accord. Alors, vous allez donc nous parler d'un projet qui s'appelle Entrelacs. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Alors, c'est un projet qui a été programmé dans le cadre des projets Interreg entre la France et la Suisse. Et c'est donc un projet commun qu'on a avec la Cinémathèque suisse, la Cinémathèque des Monts-Jura, pour mettre en lumière tout un pan du cinéma qui est en danger et qui est fragile. C'est donc les films amateurs qui ont attrait à la question des lacs. Donc on va essayer de proposer des archives qui sont inconnues
pour le grand public et pour le public touristique à l'occasion de projections, d'actions. C'est donc un projet commun qu'on a avec la Cinémathèque suisse, la Cinémathèque en double. C'est pas grave, c'est un petit problème technique, il n'y a pas de souci. On voit quelques images. Oui. Ces images, donc vous le disiez, c'est des amateurs qui ont tourné ces images et des images que vous avez récupérées. Voilà, elles sont assez impressionnantes, ces images. Oui, des images que les gens nous ont confiées. Donc là, en l'occurrence, c'est le lac du Bourget avec les premiers tests de plongée sous-marine. Là, ce sont des images très anciennes des années 20 vers le lac Clément, donc des collections des Cinémathèques suisses. C'est des images que vous avez retrouvées, c'est des gens qui sont venus vous les donner pour les conserver? Oui, qui nous les déposent. Alors comme nous sommes 3 cinémathèques dans le projet, les images sont soit chez nous, donc à Verrier-du-Lac, à la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain, soit à la Cinémathèque suisse à Lausanne, soit aussi à la Cinémathèque des Monts-Jura qui est à Saint-Claude. Et le projet donc, met en commun ce patrimoine. Et donc nous communiquons autour du sujet des lacs. Donc là, vous reconnaissez certains lacs, d'autres vous allez les découvrir, puisqu'on voyage entre le département de la Haute-Savoie, de l'Ain, du Jura, et puis qu'on va de l'autre côté de la frontière, dans le Valais, dans le canton de Genève ou dans le canton de Vaud. Et puis il y a des images qu'on connaît, que ça n'a presque pas changé. Il y a des endroits, c'est assez impressionnant. Ça a été préservé, mais c'est impressionnant de voir la différence. Enfin, qu'il n'y a pas de différence, justement. C'est vrai. Et puis on voit les différences, les similitudes, comme les bateaux, puisqu'il y a des compagnies de navigation sur les lacs qu'on retrouve chez nous, qu'on retrouve en Suisse. Et puis bien sûr, ce qui est au cœur des films, c'est les hommes et les femmes qui habitent ce territoire ou qui le traversent, donc qui le filment, comme là on voit ce cinéaste amateur. Et pour nous, c'est important de mettre en avant ces images parce que ça parle évidemment du territoire et de son évolution en termes de paysage, mais aussi en termes de rites sociaux, avec l'évolution des loisirs, du tourisme. Donc c'est vraiment des films qui sont des documents pour l'histoire. Oui, quand vous les avez vus, il faut faire une sélection. Là, il fallait faire une petite sélection pour les 6 minutes. Quand vous voyez ces images, c'est un moment d'émotion aussi. C'est un peu d'émotion de voir ces films qui appartiennent à des gens et qui ont une histoire chacune différente. Oui, alors c'est un moment d'émotion, déjà au moment où les gens nous les confient, parce que ce sont des trésors de famille dont ils se séparent, qu'ils versent en fait pour une mémoire collective. Donc c'est un geste qui est très, très fort, très beau. Et puis après, ce qui est très, très, très chouette aussi, c'est d'aller renseigner ces films, de raconter le contexte qu'il y a autour et puis donc de faire le lien entre le passé, le présent et grâce à ce projet, on a aussi la contribution de chercheurs de l'Université de Lausanne qui vont pouvoir éclairer aussi tout ce qu'il y a derrière ces images. Oui, parce qu'on redécouvre peut-être des choses qu'on avait oubliées. Oui, tout à fait. Et puis, ce qu'on avait oublié, ce qu'on n'avait même jamais vu. Et de faire le lien aussi avec le présent toujours, parce qu'on ne reste pas forcément dans une image nostalgique des choses, mais c'est aussi pour mieux comprendre le territoire et de voir aussi, je fais le lien avec le Skype précédent, de voir si des fois on ne va pas trop loin, par exemple, en termes de développement, et que l'environnement, c'est aussi important de le préserver. Et voilà, donc c'est aussi très important dans ce cadre-là. Vous continuez à récolter pour ce projet encore des vidéos, on peut lancer un appel par exemple s'il y a des gens qui ont on peut lancer un appel toujours et puis on invite surtout les gens à aller visiter déjà tout ce qui est accessible en ligne, donc en allant sur notre site internet qui s'appelle letéléphérique.org, en allant aussi sur nos pages Facebook puisque vous sollicitez aussi beaucoup les gens sur les réseaux sociaux, donc de la Cinémathèque des Pays de Savoie, les gens peuvent retrouver déjà beaucoup d'images et l'idée aussi c'est dans l'idée du projet, c'est de construire la cinémathèque de demain avec pourquoi pas une plateforme participative où les gens pourront poster leurs films d'aujourd'hui qui seront des films de patrimoine demain. Bah oui, pour laisser une trace. Parce que oui, il y a beaucoup de gens qui finalement dans leur grenier ont des petits trésors. Oui, des petits trésors, mais il faut aussi penser à constituer le patrimoine de demain avec tout ce qui se tourne aujourd'hui à partir des
des smartphones, des petites caméras. Donc l'idée aussi, c'est d'interroger cette cinémathèque de demain. Pour terminer, donc on rappelle ce projet, comment ça va se dérouler, quand est-ce qu'on pourra le voir, etc. Donc le projet a démarré depuis le mois de juin. Il se déroule sous différentes formes avec une exposition qui va être itinérante, qu'on va retrouver à Saint-Claude. Là, elle est en train de se terminer chez nous à la Cinémathèque à Verrier-du-Lac, qui va ensuite circuler sur tout le territoire. On aura une autre exposition à partir du mois de juin prochain. Et puis vraiment beaucoup de choses en ligne. Donc moi, je vous invite aussi à vous connecter et à venir sur notre site internet. Et on peut vous envoyer notre newsletter qui vous informera vraiment de toutes les actions du projet. Eh ben c'est noté, on va cliquer, on va chercher sur internet. Merci beaucoup Marion, on vous Merci. retrouvera normalement si tout va bien le 26 octobre prochain Oui. avec avec de nouvelles vidéos à nous présenter, de petits trésors. Merci Exactement. beaucoup d'avoir Merci. été avec nous. Au revoir. Et puis Camille va nous rejoindre sur ce plateau. Camille pour nous parler des bons plans sortis de ce week-end. Alors Camille, qu'est-ce qu'on trouve dans ton calepin cette semaine ? Alors, cette semaine, on va faire un petit tour du côté d'Equidespace, donc à La Roche-sur-Foron. Ça a commencé cet après-midi, ça se terminera dimanche. Donc, il faut savoir qu'il y a plus de 500 chevaux quand même sur 3 jours d'événements. C'est plutôt sympa. C'est la 12e édition, pardon, qui attend plus de 15 000 visiteurs. On en a pas mal parlé la semaine prochaine, donc je ne m'étale pas trop sur le sujet, mais c'est un bel événement. Et tu vas y faire un tour parce qu'on Je connaît vais ta y faire passion un pour les chevaux. Et une info pour les gourmands. Oui, on en a parlé aussi la semaine dernière. Donc c'est Annecy fête la gastronomie. À 17h là aujourd'hui, il y a eu la course des garçons de café. Donc là d'ailleurs en ce moment ils sont en train de remettre courir les prix. Voilà. Demain il y aura la course des petits garçons de café et on aura apéritif et déjeuner gastronomique jusqu'à 17h. De quoi bien manger ce week-end. Et puis si pour ceux qui n'ont pas envie de manger, il y a un spectacle à ne pas manquer en Suisse. Exactement, on fait un tour du côté de Genève avec la saga des géants. Donc pour ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler, c'est un spectacle de la compagnie Royale de Luxe qui est donc menée par Jean-Luc Courcou. Cette compagnie, c'est quand même considéré comme l'une des compagnies françaises les plus emblématiques. Donc là, on voit quelques images, c'est assez impressionnant. On peut peut-être en laisser un petit extrait. On peut en écouter un avec extrait. du son. La médecine, le commerce, le droit, l'industrie sont de nobles poursuites et sont nécessaires pour assurer la vie. Mais la poésie, la beauté, l'amour, l'aventure, c'est en fait pour cela qu'on vit. Pour citer Whitman, ô moi, ô la vie, tant de questions qui m'assaillent sans cesse. Ces interminables cortèges d'incroyants, ces cités peuplées de sots. Qu'y a-t-il de bon en cela, ô moi, ô la vie? Réponse, que tu es ici, que la vie existe et l'identité, que le prodigieux spectacle continue et que tu peux. Donc comme on l'a vu, il y a la petite géante et la grand-mère, donc elles font des parcours, donc ça a commencé aujourd'hui aussi, le matin et l'après-midi, donc vous pouvez les voir défiler dans les rues de Genève. Toutes les infos sur les parcours sont à trouver sur lesgéants-genève.ch. Et c'est très sympa, moi j'ai fait quand j'étais toute petite et je sais que ça m'avait impressionnée. Alors Camille, dans ton agenda, on trouve, il y en a aussi pour les sportifs. Tout à fait. Donc c'est la 12e édition du festival des Dragon Boat à Annecy. Ça a lieu demain et dimanche. C'est organisé par le Canoë Kayak Club d'Annecy. Cette fois-ci, cette année, c'est l'Australie qui est à l'honneur et on a des courses à l'australienne. Donc pour le concept, Pauline, c'est 6 bateaux qui s'affrontent sur un sprint de 50 mètres. D'accord. Voilà, le dernier à franchir la ligne est éliminé. Les 5 repartent jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un. Et ah oui, d'accord. Voilà, c'est comme ça qu'on Oui, gagne. c'est assez physique quand même. Voilà, pour ceux qui font du coup les 5 allers-retours, c'est sympa. Alors pour ceux du coup qui auront pas mal au bras, il y a encore d'autres choses à faire en sport ce week-end. Cette fois-ci, oui, ce sera plus les jambes qui seront mises à l'épreuve avec le trail des Glières. Donc là, cette fois-ci, il y a 4 parcours différents. Vous les voyez s'afficher de toute façon sur l'écran. Il y a 2 courses en duo, une de 63 km et une de 37 km. Et il y a 2 courses, donc 2 trails en solo. Un de 22 km avec quand même 1200 mètres de dénivelé positif et un de 13 km avec 700 mètres de dénivelé positif. Ça, c'est plutôt un parcours découverte pour ceux qui commenceraient, on va dire, le trail. Ouais, enfin, donc quand là, même, pareil, hein, on a... faut déjà les faire quand même. Je pense qu'il faut s'entraîner un petit peu avant ça. quand même. On peut regarder aussi quelques images parce que c'est très sympa.
donc Camille, t'es inscrite? Non. L'année Non, prochaine alors. Voilà, l'année prochaine Ok. peut-être. Alors bah, c'est noté, on prend note sur le plateau ce soir en direct. L'année prochaine, Camille, elle nous fait Je le découvrir ferai. de l'intérieur. Très bien. Parce qu'il n'y a pas de raison que tu proposes des idées sorties puis que tu les fasses. Bah, pas de problème, l'année prochaine j'y serai. Alors on continue, il y en a aussi pour les geeks. Oui, ce sera la 6e édition du Savoie Retro Game à Albertville, donc en Savoie. L'entrée est à 8 € et il y a pas mal de petites choses sympas. Il y a des concours de doublage, de cosplay, des conférences, il y a des séances de dédicaces. Il y a aussi des tournois de jeux vidéo sur les 2 jours, donc samedi et dimanche. Par exemple, Pauline, toi qui je sais que tu adores Super Mario Kart, eh ben, tu peux t'inscrire. Très forte. Voilà, et participer au tournoi. On peut s'inscrire donc sur savoiretrogame.fr et puis vous y retrouverez toutes les infos plus en détail. Et d'ailleurs sur l'affiche, c'est le joueur du grenier devant lui. C'est fort possible, oui. Tu connais pas Camille. Ah bah si, tu connais. Comme par Ah bah, hasard. on me dit dans l'oreillette, Olivia Boisson me dit dans l'oreillette que c'est ça, donc Ah bah voilà. qui est très connue des amateurs de jeux vidéo. Et puis on termine, Camille, avec une bonne action à faire ce week-end. Oui, c'est la journée de l'animal à Chambéry, c'est les portes ouvertes de la SPA de Savoie. Vous savez que j'aime bien les animaux, c'est des pas au passé. Donc dimanche 1er octobre de 10h à 17h45, vous pourrez retrouver 4 associations donc, qui seront là-bas. Il y aura des défilés de prévus, donc à 14h30 et à 16h, principalement pour les plus anciens animaux qui sont là depuis un petit bout de temps, histoire de les mettre un peu plus en valeur également. Et puis vous pourrez réaliser des achats pour vous ou vos animaux, et les bénéfices serviront pour le quotidien et le confort des pensionnaires. D'ailleurs, j'en profite pour dire que dimanche c'est la journée porte ouverte, mais vous pouvez faire des dons toute l'année, Tout le reste de l'année. couvertures. Et d'ailleurs, on va C'est essayer toujours dans apprécié. l'émission de faire venir des petits chiens et des petits chats Ça à faire peut être adopter. Je sais qu'en rédaction, ça fait fortement envie, notamment Olivia et Camille qui sont prêtes à adopter tout le monde. Merci beaucoup à toutes les deux. Olivia, tu nous rejoins sur le plateau pour les titres du JT. Est-ce que tu as fait ton choix pour les sorties de ce week-end? Oui, C'est bon? Qu'est-ce que j'irai t'as au décidé? Savoie Retro Games. Ah ouais, ça je m'en doutais, ça c'était sûr. Alors rapidement, on jette un coup d'œil sur les titres du JT. Alors, 3 ministres qui étaient présents dans la vallée de l'Arve concernant les problèmes de pollution. Donc, Fanette de Buisson et Sébastien Germain y étaient. Donc, reportage complet dans le JT tout de suite d'ailleurs. Et en deuxième sujet, donc le lac du Bourget qui s'abaisse jour après jour, mais pour la bonne cause, les roselières. Eh bien, merci beaucoup, Olivia. Tu changes de plateau juste en face Oui. pour le JT. Donc tout de suite, vous avez rendez-vous avec Olivia. Moi, je vous souhaite un très bon week-end. Et Accès Direct sera de retour lundi dès 18h en direct, bien évidemment. Bel bon week-end. Salut!